Bonjour à tous, on va reprendre ce qu'on avait commencé dans la vidéo précédente sur les bases du langage Python. On avait vu dans la vidéo précédente comment créer des variables, comment afficher du texte, comment afficher la valeur d'une variable, et donc les différentes façons de modifier la valeur d'une variable. Ici, j'ai repris les variables ABCD, je les ai ici créées avec des valeurs 2 à l'initialisation. Et donc là, on va voir comment on peut écrire des modifications de manière plus courte. Là, quand j'écris a plus égale 4, en fait, je suis en train de dire la nouvelle valeur de a, c'est l'ancienne valeur de a auquel j'ajoute 4. Donc c'est la même chose que d'écrire a égale a plus 4. Pareil ici, b moins égale 2, ça veut dire que la nouvelle valeur de b, c'est la valeur de b actuelle auquel je retire 2. Donc c'est pareil que d'écrire b égale b moins 2. Ensuite, pour la multiplication, même chose. C fois égale 6, c'est la même chose que C égale C fois 6. Donc, nouvelle valeur, c'est l'ancienne valeur fois 6. Là, D slash égale 3, c'est pareil que D égale D sur 3. Donc là, le sur, avec un slash, on a vu que c'était la division décimale. Donc là, ça va me renvoyer, du coup, quoi? Ça va me renvoyer D sur 3. Donc ici, D vaut actuellement 2. Donc il va me renvoyer une valeur rapprochée de 2 tiers. Alors après, où il va s'arrêter en termes de 6 après la virgule, ça dépend de la précision qui est mise sur ce qu'on appelle les nombres flottants. Parce qu'on a vu en Python, on a différents types de variables. On a les entiers, donc les entiers, hein, les nombres entiers. Ensuite, on a les flottants. Les flottants, c'est tout ce qui est nombre à virgule, d'accord? Nombres décimaux, rationnels, etc. Donc là, par exemple, le D là va devenir flottant du coup, parce que 2 tiers, c'est pas entier, donc je vais avoir un flottant. Ensuite, euh, donc il existe d'autres types. On verra par exemple qu'on a aussi des structures de données avec plusieurs composantes. À la fin de la vidéo, ce sera les listes. Donc ici, pourquoi on attend 6? Bah, parce que là, A valait 2, on ajoute 4, il vaut 6. Pourquoi j'attends 0 pour B? Bah, il valait 2, j'ai retiré 2, donc il vaut 0. Pourquoi j'attends 12 pour C? Bah, il valait 2, j'ai multiplié par 6, il vaut 12. Et pourquoi j'attends 0,666? Parce que 2 tiers, c'est à peu près 0,666. Donc, maintenant, pour vérifier ça, là, vous voyez, j'ai séparé le code avec des doubles dièses comme ça, qui servent à créer donc des espèces de cellules de code où cette fois-ci, au lieu d'exécuter tout le fichier, j'exécute des morceaux de code seulement. Alors, ça me permet de compartimenter le script. Donc là, je fais exécuter la cellule. Vous voyez, donc j'ai exactement ce que on attendait. Donc voilà, là, c'est avec pas mal de précision du coup. Donc ça, c'était juste pour le complément en termes d'écriture compacte des modifications de variables. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle les boucles. Alors, en informatique, on a deux types de boucles. On a les boucles for, en français c'est les boucles pour, et on a les boucles while. Les boucles while, c'est les boucles tant que. Alors déjà, une boucle, ça sert à quoi? Ça sert à répéter des choses, répéter des instructions. En Python, pour écrire une boucle for, donc une boucle for, ça veut dire que je vais répéter un certain nombre de fois une instruction ou un bloc d'instructions. Et alors, comment je délimite ça? Alors, dans certains langages, pour savoir, on utilise des accolades pour savoir quel bloc de code exécuter. Mais en Python, on n'utilise pas des accolades. On va utiliser ce qu'on appelle l'indentation. L'indentation, ça veut dire je décale des lignes de code pour savoir qu'est-ce qui va être exécuté. Donc, je m'explique. Là, si j'avais pas indenté, si j'avais pas décalé, j'aurais écrit ça comme ça. Mais là, en fait, on n'écrit pas ça comme ça en Python. Là, pour bien comprendre qu'est-ce qui est exécuté dans chaque passage dans la boucle for, je décale donc les deux lignes d'instruction avec une tabulation. Donc ici, là, qu'est-ce qui se passe? Je dis for k in range 1.5. Alors je traduis, qu'est-ce que ça veut dire? Range 1.5, c'est un ensemble de valeurs entières
que la variable k va prendre au fur et à mesure. Alors, ce qu'il faut bien faire attention en Python, c'est que le 1, la borne de départ, elle est incluse, alors que la borne de fin, elle est exclue. Donc là, en fait, ça veut dire que k, il va prendre les valeurs entières de 1 à 5 avec 1 inclus et 5 exclus. Donc en fait, de 1 à 4 inclus. Là, comme c'est des valeurs entières, k va prendre la valeur 1, 2, 3 et 4. En termes de syntaxe, à chaque fois, après une boucle for, donc je mets pour k et après je mets donc in pour dire dans quoi ça varie, le range dans quoi ça varie, deux points, et après je mets mes instructions que je veux répéter à chaque passage dans la boucle. Donc ici, là par exemple, je dis à chaque passage dans la boucle, eh ben j'affiche hello world. Et ensuite j'affiche la variable k vaut et j'affiche la valeur actuelle de la variable k. Ensuite, donc ça on va l'exécuter après et je commenterai. Ensuite là, une autre valeur, enfin une autre boucle for, donc j'initialise une variable j à 3. Là, je refais une boucle for qui fait parcourir la variable k de 1 à 4 inclus. Ensuite, cette fois-ci, à chaque passage dans la boucle, je vais ajouter 2 à la variable j. Et après, j'affiche la valeur de la variable j. Donc, déjà, on va exécuter ça. Alors, donc je fais exécuter. Alors, déjà, on va effacer l'écran. Alors, allons-y. Donc, là, il va aussi m'afficher l'exécution de la boucle while, mais on commentera après. Alors, donc je fais exécuter la cellule. Alors, regardez. Là, ici, quand je commence à rentrer la boucle for, k il vaut 1. Donc, première chose, quand k vaut 1, là, il rentre pour la première fois dans la boucle, il m'affiche hello world. C'est celui-là. Ensuite, il m'affiche la variable k vaut, et la variable k, elle vaut au premier passage, elle vaut 1. Ensuite, je repasse dans la boucle. Là, le k, il est incrémenté automatiquement. Cette fois-ci, il vaut 2. Donc, je réaffiche encore hello world, puisque je repasse là. Et ensuite, je repasse ici, donc j'affiche la valeur de la variable k, qui maintenant vaut 2. Et ainsi de suite. Donc là, après, je réaffiche hello world. Cette fois-ci, la variable k est passée à 3. Même chose, la variable k est passée à 4. Et alors après, c'est terminé. Là, j'ai terminé de parcourir toutes les valeurs de ma boucle for. K, il devait parcourir les valeurs entre 1 et 4 inclus. Donc ça y est, là il vaut 4. On est sorti de la boucle. Ensuite, là le J, il est initialisé à 3. Donc là maintenant, c'est une autre boucle for. Donc là, le K, il est revenu à 1. Le K est revenu à 1. Donc après, je dis, qu'est-ce que je fais? Je fais J égale J plus 2. Ça veut dire que j'augmente la valeur de J de 2 unités. Et après, j'affiche la variable J. Premier tour de boucle, J valait 3. Maintenant, il vaut 5. Ensuite, K, il passe à 2. Je recommence la boucle. Je refais l'ajout de 2 à la variable J. Maintenant, il vaut 7. J'affiche la variable. Pareil, K vaut 3, j'affiche là-dedans. Il vaut 9. K vaut 4. J, il vaut maintenant 11. Donc ça, c'est du coup, on a parcouru donc la boucle for ici. Et donc au final, dans chacune de ces boucles for, on y est passé 4 fois. Quand k valait 1, quand k valait 2, quand k valait 3 et quand k valait 4. Voilà comment fonctionne une boucle for. Ensuite, pour les boucles while. Alors les boucles while, c'est différent. Déjà, une boucle while, on ne sait pas forcément quand ça va s'arrêter et combien de passages dans la boucle on va faire. Un passage dans la boucle, au passage, s'appelle une itération. Donc là, par exemple, dans les boucles for précédentes, on a fait 4 itérations. Donc on est passé 4 fois dans la boucle. Et là, pareil, on est passé 4 fois dans la boucle, on a 4 itérations. Là, en termes de boucle while, cette fois-ci, une boucle while, en français, c'est une boucle tant que. C'est tant que quelque chose est satisfait ou pas satisfait. Donc, c'est-à-dire, on va faire tant que une condition sur une ou plusieurs variables. Donc là, qu'est-ce que je fais? Dans cette boucle while, au début, j'initialise une variable s qui vaut 0.
Et cette fois-ci, j'initialise ma variable k qui vaut 0 au début. C'est moi qui choisis qu'elle vaut 0. Et maintenant, je dis, tant que k est inférieur strict à 500, je vais faire ces instructions-là. Donc, là, si k vaut 0, donc je suis bien inférieur à 500, donc je rentre dans la boucle while, puisque je satisfais cette condition. Pareil, on met les deux points, on met l'indentation. Donc là, je dis s égale s plus k. Ici, k, il vaut quoi actuellement? Il vaut 0. Donc ça veut dire s égale s plus 0. Donc là, la valeur de s, elle est inchangée, elle vaut toujours 0. Ensuite, k égale k plus 1. Là, j'incrémente manuellement la valeur de k, parce que contrairement à une boucle for, la variable k, elle va pas s'incrémenter automatiquement. Là, dans une boucle while, c'est nous qui devons faire ce qu'il faut pour faire évoluer la variable k. Ça va pas changer tout seul. Donc, maintenant, k, il vaut 1. Bah, est-ce que k est toujours inférieur à 500? Oui, donc je continue à passer dans la boucle. K, il vaut 1. Donc S égale S plus 1. Donc maintenant, ça veut dire que la valeur actuelle de S, ben, je lui ajoute 1. Ensuite, pareil, j'incrémente la valeur de K. Maintenant, il vaut 2. 2 est toujours inférieur à 500 strictement. Je repasse dans la boucle. Donc S vaut S plus 2. Ça veut dire que maintenant, j'ajoute 2 à S, etc. Et j'incrémente la valeur de K, il vaut 3, etc., etc. Maintenant, on peut se demander, là, j'ai fait un petit script qui sert à faire quelque chose. Si vous regardez bien, en fait, je vais faire à chaque fois S égale S plus 0, S égale S plus 1, S égale S plus 2, etc., etc. Et après, ce qui va se passer, c'est quand est-ce qu'on va sortir de cette boucle while? C'est quand cette condition-là ne sera plus satisfaite. C'est-à-dire dès que K sera égal à 500, parce que 500 n'est pas inférieur strict à 500. Donc là, une fois que K vaut 500, on sort de la boucle while. Donc, ici, le dernier passage dans la boucle while, c'est quand K vaut 499. Donc, là, dernier passage, 499 inférieur à 500, S égale S plus 499. Donc, là, maintenant, après K, il prend la valeur 500. Donc là, maintenant, quand je revérifie cette condition, elle est plus satisfaite, donc je re-rentre pas, je sors de la boucle while. Si je veux vérifier ce que je viens de dire, je peux très bien afficher la valeur de la variable k et afficher, bah c'est tout en fait, parce que s est déjà affiché après. Mais donc là, vous voyez que si je fais print k, je vais avoir 500. Donc on va exécuter la cellule. Vous voyez, 500. Ça, c'est quand on est sorti de la boucle while, bah, k il valait 500. C'est la première valeur de k pour laquelle on avait ça qui était plus satisfait. Alors en fait, si vous réfléchissez bien, en fait, vous allez vous rendre compte que du coup, ce code-là, il va calculer, en fait, il va calculer à la fin la somme des entiers de 1 à 499. On est en train de faire 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus etc. plus donc 499. Et là, en fait, avec ce script, eh ben, on sait que ça fait ça. Alors, on peut le vérifier parce qu'on connaît une formule explicite pour la somme des entiers de 1 à n. La somme des entiers de 1 à n, c'est cette formule-là, c'est n fois, entre parenthèses, n plus 1 sur 2. Donc, alors là, j'ai ouvert le logiciel XCAS, là, je fais, alors ça, à la limite, cette notation-là, on pourra la revoir, mais c'est pas forcément le plus important. Mais par exemple, si vous testez avec 499 fois 499 plus 1, le tout sur 2, normalement, vous devez retrouver cette somme. Vous voyez? Donc là, c'est bien ce qui a été affiché par le script. Donc voilà, par exemple, une application des boucles while. Ça nous permet de calculer des sommes, par exemple. Maintenant, on va voir les instructions conditionnelles. Donc, les instructions conditionnelles, qu'est-ce que c'est? C'est quand je veux faire une chose si telle condition est satisfaite et quand je veux faire autre chose si une condition n'est pas satisfaite. Donc là, en français, c'est si, alors. Donc, un exemple. Ici, j'ai initialisé une variable petit m à 5. Là, je dis,
je teste une condition sur la valeur de m. Je dis si m est strictement plus grand que 7, alors j'exécute cette instruction-là. Sinon, c'est-à-dire si m est pas super strict à 7, alors je fais ça. Le sinon, il est facultatif, c'est si vous voulez le mettre. Mais un if tout seul, c'est aussi possible en Python. Donc là, ici, qu'est-ce qui va se passer? M égale 5. Donc quand je teste cette condition, m n'est pas plus grand que 7. Donc je ne vais pas aller dans le if, je vais aller dans le else. Ce qui va être exécuté, c'est cette ligne de code. Donc allons-y. Là, je fais donc exécuter la cellule. M est plus petit que 7 au sens large. On est passé là-dedans. Maintenant, je refais, mais cette fois-ci, je vais prendre une valeur de m qui est plus grande strictement que 7. Exécuter, exécuter la cellule. Là, vous voyez, maintenant, m est strictement plus grand que 7. Parce que cette condition-là étant satisfaite, je rentre là-dedans. D'accord? Alors, voilà comment fonctionne une boucle if-else. Donc, c'est juste, on va dire, comme ce qu'on appelle en mathématiques une disjonction de cas. Je regarde sur une condition qu'on appelle une condition booléenne, si c'est vrai ou pas. Si c'est vrai, je fais ça. Si c'est pas vrai, je fais ça. Voilà. On verra aussi qu'en termes de conditions, il y a des conditions un petit peu plus élaborées qu'une seule condition. On pourra aussi utiliser ce qu'on appelle les opérateurs logiques, c'est-à-dire les opérateurs AND, OR, XOR, etc. Donc ça, pour l'instant, on garde juste la base, d'accord? Une petite condition simple. Maintenant, on va passer aux listes. Alors une liste, qu'est-ce que c'est? Une liste, c'est une structure de données où cette fois-ci, on va avoir plusieurs éléments, plusieurs composantes, si vous voulez. C'est un peu comme un vecteur, d'accord? On a vu donc dans les vecteurs, on a différentes composantes. Et donc, ici, là, ce grand L, en fait, il y a combien de nombres dedans? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, première composante, deuxième, troisième, quatrième, cinquième composante. Il y a 5 composantes. Maintenant, en Python, il faut faire attention. En Python, on compte les éléments des listes à partir de 0. Comment on dénomme le kème élément de la liste L en comptant à partir de 0? C'est L crochet K. Donc L crochet 0, c'est cet élément. L crochet 1, c'est cet élément. L crochet 2, L crochet 3, L crochet 4. Donc là, vous voyez, si j'affiche print L crochet 0, je vais afficher 1,5. Si j'affiche L crochet 1, je vais afficher 2. Ensuite, vous avez différentes commandes relatives aux listes. Par exemple, vous avez une commande len de L qui vous permet d'avoir la longueur de la liste, c'est-à-dire son nombre d'éléments, de composantes. Ici, on a 5. Donc si je fais print la longueur de la liste est len de L, je vais avoir la longueur de la liste est 5. Là, l'instruction ici, L crochet 4 égale 3, ça me permet de modifier la liste. Là, je dis, la composante L crochet 4, je la transforme et je fais qu'elle est égale à 3. Donc là, L crochet 0, 1, 2, 3, 4. Donc L crochet 4, je suis en train de toucher cet élément. Je dis qu'à la place de 9, maintenant je l'écrase et je mets la valeur 3. Donc exécutons cette sélection, cette cellule. Vous voyez, donc 1,5 c'est bien le crochet 0, 2 c'est bien le crochet 1. La longueur de la liste est 5. Là, ça c'était avant la modification, donc c'était ce qui avait été initialisé là pour la liste L. Et L crochet 4 égale 3, bah le 9 il a été changé en 3 parce que j'ai écrasé la valeur de L crochet 4. Voilà, bien sûr, c'est pas exhaustif, il y a d'autres choses qu'on peut faire avec les listes, mais on va dire qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo, c'est déjà pas mal de notions qu'on a vues.